Salut Barbie! Salut Ken! Salut Barbie. Salut Barbie! Salut Barbie. Salut Barbie. Salut Barbie! Salut Barbie! Ah. Salut Ken! Salut Ken. Put the radio blast and goes cruising just as fast as she can now. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans cette deuxième partie sur la barre génitale féminin. Vous allez voir, c'est hyper intéressant, donc posez-vous avec votre café, votre chocolat chaud, ce que vous voulez, et c'est parti. On va commencer par parler des organes génitaux internes de la femme. Donc dans cette partie sur les organes génitaux internes de la femme, on va faire une description de l'anatomie des différents organes, et là on va commencer par le vagin. On aura d'autres diapos sur l'utérus, d'autres sur les trompes, mais là on commence avec le vagin. Donc le vagin, c'est un organe qui se projette sur l'ischion. Donc pour mieux visualiser, je vous ai mis un schéma de l'os coxal. Après, pas de panique parce que vous allez le voir plus en détail dans le cours sur le membre inférieur avec Anaël en Anag. Mais l'os coxal est constitué de 3 parties. L'ilium en jaune, l'ischion en bleu et le pubis en rouge. Donc on voit effectivement que le vagin se projette au niveau de la partie bleue qui est donc l'ischion. C'est un organe qui forme un angle de 60 degrés avec l'orostale, donc il faut imaginer qu'on trace un trait de 60 degrés, on voit bien que ça forme un angle de 60 degrés, et qu'il est concave en arrière. Donc ces notions de concave, convexe, vous avez dû les voir dans l'intro de la natte, mais ça veut dire que ça forme un creux en arrière. Ensuite, pour ce qui est de sa localisation dans le petit bassin, il est situé en avant du rectum et en arrière et en dessous de la vessie qui, quant à elle, se projette au niveau du foramen obturé. Donc en fait, c'est le trou qu'on peut voir sur l'os coxal, donc là on le voit sur ce schéma-là. C'est un organe qui est accessible au spéculum, donc je vous ai mis une petite photo pour que vous voyez ce que c'est. C'est un organe musculo-membraneux qui mesure 8 cm et son sommet s'appelle le fornix, aussi appelé le lac spermatique parce que c'est là que l'éjaculation se fait. Donc dernier petit point, on voit que le vagin il a un sommet qui s'appelle le fornix et il a aussi une partie antérieure et une partie postérieure. On parle de la face antérieure et de la face postérieure et on va les détailler juste après. On va s'intéresser plus en détail aux parois du vagin et on commence par la paroi antérieure. Donc la paroi antérieure c'est ce qu'on voit ici. Et au niveau de sa partie supérieure, on va retrouver le col de l'utérus avec l'orifice. Donc c'est là que l'utérus va s'aboucher au niveau du vagin. On voit également la colonne antérieure du vagin qui va être en rapport avec l'urètre féminin. Donc en fait, l'urètre va venir appuyer sur la paroi antérieure du vagin, c'est ce qui forme cette colonne antérieure. Cette colonne va venir se diviser dans sa partie supérieure pour former le trigone vaginal, qui est également la projection du trigone vésical. Donc ça c'est pas un schéma du cours, mais c'est pour vous expliquer. En fait, le trigone vésical, c'est les deux urotères et l'urètre qui vont venir donc appuyer sur la paroi antérieure et former donc cette structure de trigone vaginal. Et enfin on a les rides vaginales qui vont venir s'estomper avec l'âge et grossesse et qui forment en fait avec la colonne antérieure du vagin cet aspect de palais de chien à la paroi antérieure du vagin. Donc pour ce qui est de la paroi postérieure du vagin, on va retrouver pareil notre colonne donc postérieure du vagin qui est verticale. Les rides sont également présentes mais on voit qu'elles sont beaucoup moins nombreuses et beaucoup moins marquées. Donc c'est surtout la paroi antérieure du vagin qui a cet aspect de palais de chien, ce qui est moins marqué pour la paroi postérieure. Et la muqueuse du vagin va, tout comme la muqueuse utérine, suivre le cycle hormonal de la femme. Donc on a fini de détailler les quelques points sur l'anatomie du vagin, on va basculer maintenant sur un autre organe génital interne de la femme. Donc maintenant on va s'intéresser à l'utérus. L'utérus c'est l'organe de la mère parce qu'il permet la gestation, il permet la grossesse. C'est pour ça qu'on parle également de matrice. Donc là sur ce schéma on voit qu'on a le col de l'utérus qui est au niveau de la partie supérieure donc en fait du vagin. Et en vue de profil on voit que l'utérus est antéversé et antéfléchi. Donc ça c'est important de le comprendre. Antéversé ça veut dire qu'il se dirige en avant. Donc on voit qu'il est dirigé vers en avant. Et antéfléchi ça veut dire qu'il va lui-même se replier sur lui-même. On voit qu'il est antéversé dans le sens où il va vers l'avant et antéfléchi dans le sens où il se replie sur lui-même. Et donc c'est un organe musculaire effectivement, donc ces contractions elles sont essentielles à l'expulsion du nouveau-né au cours de l'accouchement. Donc on continue avec l'utérus mais cette fois-ci avec une vue de face. Donc en fait on voit que de face on a une forme de tronc de cône aplati avec comme base le fond et comme sommet le col de l'utérus. Et si on reprend, l'utérus va présenter un fond, un corps qui est la partie centrale, l'isthme qui est la partie rétrécie et enfin le col de l'utérus qui s'abouche au niveau donc du vagin. On a également les deux angles latéraux donc de l'utérus, c'est les cornes utérines au niveau desquelles du coup s'abouchent donc les trompes, c'est-à-dire les oviducts. Et maintenant on va s'intéresser un petit peu plus au niveau des ligaments. Donc en fait on a un ligament qui va partir donc de l'utérus à l'ovaire et qui permet de relier donc les deux, c'est le ligament utéro-ovarien et on dit qu'il part vers l'arrière. Donc pour mieux comprendre en fait, il faut regarder ce schéma. Il faut imaginer que l'ovaire soit là et en fait ça c'est le ligament utéro-ovarien donc ça part vers l'arrière. Alors que le ligament rond, à pas confondre avec le ligament rond du foie, c'est pas la même chose, lui va rattacher l'utérus aux grandes lèvres et part vers l'avant. Donc en fait on voit ici que c'est le ligament rond et que ça part effectivement vers l'avant.
Donc en fait, pour que vous compreniez un peu mieux pourquoi le ligament utéro-ovarien qui rattache l'utérus à l'ovaire part vers l'arrière, je me suis dit que ce serait un peu plus clair si je vous trouvais un autre schéma sur internet. En fait, sur ce schéma, on voit bien que l'ovaire, il est vers l'arrière. Parce que souvent, quand on a un schéma de face de l'utérus, on a tendance à penser que les ovaires sont au même niveau que l'utérus, mais ils sont bien en arrière. Et c'est ça qui explique que le ligament qui relie l'utérus à l'ovaire, comme on peut le voir ici, on le voit bien sur ce schéma, il part vers l'arrière. Donc maintenant, on va finir sur l'utérus avant de passer sur les ovaires. Alors, l'utérus, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il a trois tuniques. Il a une tunique externe, une tunique moyenne et une tunique interne. Et là, on va les détailler en commençant par l'externe. En fait, la tunique externe, elle va être soit donc du péritoine, soit du fascia utérin en fonction de là où on se situe au niveau de l'utérus. Donc, je m'explique. Le péritoine, comme on l'a vu dans la première partie, j'espère que vous vous en rappelez, il est péritonisé que sur sa face supérieure. Ok, donc la face supérieure donc, est péritonisée parce qu'on se rappelle, le péritoine se dépose sur la face supérieure des organes du petit bassin. Et donc l'utérus est un organe partiellement péritonisé qui n'est péritonisé que sur sa face supérieure, sur le corps de l'utérus, mais pas sur les faces latérales. Et donc, au niveau des faces latérales, donc à droite et à gauche, la tunique externe qu'on va retrouver ne va pas être du péritoine, mais ça va être du fascia utérin. Donc ce qu'on retient, c'est que pour la tunique externe de l'utérus, on va retrouver du péritoine là où c'est péritonisé, c'est-à-dire au niveau du corps, et du fascia utérin sur les faces latérales, là où ce n'est pas péritonisé, donc à droite et à gauche. Donc après la tunique externe, on va retrouver la tunique moyenne. Et cette tunique moyenne, ça va être, donc ce qu'on voit ici en violet pâle, ça va être donc le myomètre. Le myomètre, c'est donc un muscle qu'on va retrouver au niveau de l'utérus, et c'est un muscle qui est nécessaire à l'accouchement parce que c'est ce muscle qui, en se contractant, va permettre donc d'expulser le fœtus de l'utérus de la femme et permettre donc l'accouchement. Et petit point patho, ce muscle en fait peut développer des cancers, et dans ce cas-là, on parlera de myome. Donc les myomes, c'est quand on a un cancer du myomètre. Donc on finit avec la troisième et dernière tunique qui est la tunique interne, donc on parle de l'endomètre, donc c'est ce qu'on voit juste ici. On sait qu'il est rosé, relativement lisse, qu'il a la forme d'un T à barre horizontale supérieure, il suit le cycle féminin tout comme la muqueuse vaginale, et donc on voit qu'il est lisse, sauf au niveau de l'endocole. Donc juste pour faire un petit point, le col de l'utérus présente une partie interne dans l'utérus qui est l'endocole et une partie externe qui est l'exocole. Et on voit que dans la partie interne, donc au niveau de l'endocole, on a des replis donc de notre endomètre, et on parle donc de replis palmés. Donc maintenant on va parler d'un autre organe génital interne de la femme, donc ça on va parler des trompes. Les trompes aussi appelées les trompes utérines, les trompes de Fallope, les ovidus, donc je vous donne tous les synonymes comme ça c'est clair. C'est donc en fait un organe pair, donc on en retrouve un à droite et un à gauche qui s'abouchent au niveau des cornes latérales de l'utérus, et c'est un tube qui va permettre la rencontre entre le spermatozoïde qui vient en fait de l'utérus et qui remonte dans la trompe, et entre l'ovocyte qui lui a été expulsé par l'ovaire et qui pénètre dans la trompe ici. Donc on sait comme quoi sa structure elle est assez semblable à l'utérus parce qu'on va également retrouver trois tuniques comme on a détaillé juste avant, avec une tunique interne donc en fait la muqueuse, une tunique moyenne qui est la musculeuse et une tunique externe qui est la séreuse. Donc maintenant on va détailler les quatre parties qui constituent la trompe. Donc on a la partie intra-utérine, c'est une partie qui est assez courte, l'isthme qui est la partie rétrécie, l'ampoule qui au contraire est une partie dilatée, et le pavillon. Le pavillon, comme vous pouvez le voir, il présente des franges. Donc on parle de pavillon, mais on parle aussi d'infundibulum, donc c'est des synonymes. Et donc on a une des franges qui va être beaucoup plus longue que les autres et qui va venir recouvrir la gonade féminine, donc l'ovaire. On parle de frange ovarique. Ensuite, comme vous pouvez le voir ici, on a l'ostium. Donc l'ostium, c'est le trou qui va permettre la communication entre le contenu de la trompe et la cavité péritonéale. Et l'ampoule, juste petit point, ça vous avez dû le voir en BDR, mais on sait que c'est le lieu de la fécondation, parce que c'est là qu'il y aura la rencontre entre le spermatozoïde qui provient du lac spermatique, qui a remonté donc l'utérus et qui est monté dans la trompe, et l'ovocyte qui lui a été expulsé par la gonade féminine, et qui justement va passer par cet ostium pour remonter dans la trompe et permettre la fécondation au niveau de l'ampoule. Donc maintenant pour la question, est-ce que la trompe est péritonisée, oui ou non? Oui, elle l'est entièrement, comme vous pouvez le voir sur la face ici. La trompe est entièrement péritonisée, sauf la portion intra-utérine, c'est logique parce que c'est la portion qui est à l'intérieur de l'utérus, donc on ne peut pas avoir le péritone qui se dépose dessus, et l'ostium de l'infundibulum. Ça encore c'est logique parce que l'ostium, donc en fait c'est ce qui permet l'ouverture du contenu de la trompe dans la cavité péritonéale. Donc si c'est péritonisé, ça ne va pas permettre l'entrée de l'ovocyte qui est donc propulsé par la gonade dans la trompe, et donc ça ne permettrait pas la fécondation. Donc la trompe utérine elle est entièrement péritonisée, sauf au niveau de sa portion intra-utérine et de l'ostium. Maintenant on termine sur les trompes avant de passer sur les ovaires avec un petit point bateau qui est hyper intéressant, c'est que parfois on peut avoir des grossesses extra-utérines, donc c'est à dire que normalement la grossesse elle évolue dans l'utérus, et là elle va se faire à l'extérieur de l'utérus, et une des localisations où ça peut se faire, ça va être au niveau de la trompe. Donc là ça c'est pas dans le cours mais c'est pour mieux comprendre, on sait que la fécondation elle se fait dans l'ampoule, et vu que l'isthme c'est une portion qui est rétrécie,
Au lieu que ça évolue et ça continue donc de traverser la trompe pour rentrer au niveau de l'utérus et permettre donc en fait la grossesse normale dans l'utérus, ça va rester bloqué ici et ça fait qu'on a donc notre embryon, notre fœtus qui va augmenter de volume jusqu'à que ça vienne donc étirer les parois de la trompe et ça éclate et ça va entraîner du coup une rupture des artères qui vascularisent donc la trompe et ça entraîne des hémorragies cataclysmiques. Maintenant on va détailler un dernier organe qui est donc l'ovaire. On sait que c'est un organe qui est pair, donc on en retrouve un à droite, un à gauche, c'est la gonade de la femme. Et là, donc, quelques petits rappels donc, de choses qu'on a déjà vues, mais ça fait pas de mal de répéter. C'est un organe qui est non péritonné. Ça, j'espère que vous en rappelez parce que j'avais vraiment cité dessus dans la première partie et je vais le faire tomber en piège. C'est le seul organe qui est intrapéritonal mais non péritonisé, à la différence des deux organes du petit bassin qui sont sous-péritonéaux et péritonisés. Donc partiellement péritonisés. C'est un organe qui va être, l'ovaire, c'est un organe qui va être rattaché à l'utérus par le ligament utéro-ovarien comme on l'a vu avant. Donc maintenant, de nouvelles notions. On sait que c'est une glande qui va être à la fois exocrine et endocrine. Donc pourquoi? En fait, on a deux parties à notre ovaire. On a une partie externe, donc c'est la corticale, et là on va retrouver donc en fait des follicules à différents stades de différenciation. Et donc c'est une partie qui est à la fois exocrine et endocrine. Exocrine parce qu'elle va permettre d'excréter les ovocytes vers la trompe, et endocrine parce qu'en fait ces follicules vont dégénérer en corps jaune et sécréter la progestérone. Donc on voit qu'il va être exocrine parce qu'il va expulser quelque chose donc en dehors du corps, donc les ovocytes, et endocrine parce qu'il va sécréter des hormones donc à l'intérieur du corps. Maintenant, pour ce qui est de la médulla, on sait qu'elle a une activité uniquement endocrine, donc c'est une glande endocrine parce que elle va sécréter les œstrogènes. Donc voilà, on voit que les ovaires, c'est bien un organe qui est à la fois endocrine et exocrine. Donc on termine cette partie sur les organes génitaux internes de la femme avec un QCM flash pour faire un petit récap. Donc là, je vous laisse mettre pause pour répondre, etc., dire si vous pensez que chaque item est vrai ou faux, et après on corrige ensemble chaque item un par un. Donc le vagin se projette sur l'ischion, il est en arrière et en dessous de la vessie et en avant du rectum. Donc cet item est vrai, pas de piège, c'est juste la localisation du vagin dans le petit bassin. Item B, la paroi antérieure du vagin présente une colonne antérieure, des rides transversales et un trigone vaginal. Donc là, pareil, cet item, il est vrai. On se rappelle qu'au niveau de la paroi antérieure du vagin, on a donc notre colonne antérieure qui est le résultat en fait de l'urètre, donc qui est présent devant le vagin et qui va venir du coup un peu pousser dessus et produire cette colonne antérieure, les rides transversales et le trigone vaginal qui provient du trigone vésical. Maintenant, item C, le ligament rond rattache l'utérus à l'ovaire et part vers l'arrière. Là, cet item, il est faux. J'ai inversé. En fait, c'est le ligament utéro-ovarien, c'est dans le nom, qui rattache l'utérus à l'ovaire et qui part vers l'arrière. Le ligament rond, c'est ce qui va rattacher l'utérus aux grandes lèvres et qui part vers l'avant. Pour l'item D, l'utérus présente trois tuniques, une tunique externe, l'endomètre, une tunique interne, une tunique moyenne, le myomètre, et une tunique interne, le péritoine. Donc là, c'est faux parce qu'en fait, la tunique externe, ça va être le péritoine, la tunique moyenne, c'est le myomètre, et la tunique interne, c'est l'endomètre. Donc là, il faut vraiment se rappeler que le péritoine, c'est un peu genre le drap qui vient se déposer sur le tout, donc en fait, c'est le plus externe. Et l'endomètre, c'est ce qui va être le plus intérieur, on se rappelle, avec donc l'endomètre en forme de T à barre horizontale supérieure. Pour l'item E, les trompes présentent plusieurs portions dont l'ampoule, la partie extrême, qui s'ouvre dans la cavité péritonéale. Donc là aussi c'est faux, en fait c'est l'infundibulum ou aussi appelé le pavillon qui présente donc l'ostium qui s'ouvre dans la cavité péritonéale et qui est la partie la plus latérale, la plus extrême, alors que l'ampoule on voit qu'elle est un peu plus interne et donc voilà. Pour le dernier thème, l'ovaire est un organe exocrine par sa sécrétion d'ovocytes mais ne sécrète pas d'hormones. Donc là bien sûr c'est faux, on l'a vu juste avant, on a vu que l'ovaire c'était à la fois un organe exocrine et un organe endocrine. Donc exocrine parce qu'au niveau de sa corticale on a les follicules qui sécrètent des ovocytes, et endocrine parce qu'au niveau de la corticale on a la sécrétion de progestérone par le corps jaune, et au niveau de la médulla on a les sécrétions d'œstrogènes. Donc c'est à la fois exocrine et endocrine. Donc maintenant on va passer à l'avant-dernière partie sur l'examen gynécologique de la femme. Donc dans l'examen gynécologique de la femme, on va commencer par parler des touchés pelviens. On sait qu'on peut en réaliser deux chez la femme, le toucher vaginal donc qui passe par le vagin et qui permet d'atteindre le col de l'utérus, et le toucher rectal qui passe par le rectum et qui permet d'atteindre la partie supérieure, donc le sommet du vagin qui est le fornix, et ça permet également d'atteindre le cul-de-sac recto-vagino-utérin. Le cul-de-sac recto-vagino-utérin qui est la portion la plus déclive, c'est-à-dire la plus en pente du péritoine, et qu'on appelle également le cul-de-sac de Douglas. Et on sait que lors d'un toucher rectal, quand le cul-de-sac recto-vagino-utérin est atteint, ça peut déclencher le cri de Douglas. Donc qu'est-ce que c'est ? Le cri de Douglas s'explique par le fait que des fois il peut y avoir des péritonites, c'est-à-dire des inflammations du péritoine. Et ça, le péritoine va venir sécréter donc des substances purulentes à cette inflammation, et toutes ces substances elles vont venir se collecter dans la portion la plus déclive, donc dans le cul-de-sac recto-vagino-utérin, dans le cul-de-sac de Douglas. Ce qui fait que quand ce cul-de-sac va être atteint lors du toucher rectal, ça va entraîner une douleur si importante que ça va déclencher
donc par le patient le cri de Douglas, pardon. Et donc c'est de là d'où vient ce cri de Douglas. Donc là c'était le petit pan bateau. Donc on continue avec l'aspect du col utérin. Donc là cette partie elle ressemble un peu à la partie qu'on a vue sur la forme de l'hymen qui va varier en fonction de la vie génitale de la femme. Mais là, il ne faut pas confondre, là on est vraiment au niveau du col utérin. Et on va voir qu'il va prendre différents aspects en fonction de si la femme a eu aucun accouchement, un accouchement ou plusieurs accouchements. Dans le cas de la femme est nullipare, c'est-à-dire qu'elle a eu aucun accouchement, on aura un col utérin qui sera plutôt annulaire ou aplati et régulier. Dans le cas où elle est primipare, donc un accouchement, on aura un orifice avec une ou deux irrégularités. Et dans le cas où elle est multipare, donc plusieurs accouchements, on aura plusieurs expansions ou diverticules qui sont témoins des accouchements successifs. Et là, petite comparaison, le prof dit que le col de l'utérus a un aspect en museau de tanche. Donc c'est vrai que ça peut paraître anodin, mais souvent, ça peut arriver que ce genre de comparaison tombe à l'examen. Donc je préfère préciser qu'il compare le col de l'utérus à un aspect en museau de tanche. Pour que vous voyez à quoi ça ressemble, j'ai mis une photo du coup d'un museau de tanche dans ma fiche. Donc maintenant, on va parler de la coloration du col utérin. Il faut savoir que le col de l'utérus, c'est un endroit à risque de développer différentes pathologies, notamment les cancers. C'est pour ça que c'est important de les dépister. Et donc là, on va expliquer un des moyens de dépister le cancer du col de l'utérus, qui est de faire des colorations. On peut faire des colorations à l'acide acétique, au glucose, donc on va expliquer comment ça se passe. Si on fait une coloration à l'acide acétique, vu que les cellules cancéreuses, donc qui sont différentes des cellules physiologiques, des cellules normales, sont acidophiles, et que du coup on va mettre de l'acide acétique, elles vont devenir blanches. Et donc c'est ce qui va nous permettre de montrer qu'il y a des cellules cancéreuses. Alors que les cellules qui sont saines, elles ne sont pas acidophiles, donc elles vont rester rosées, elles auront une teinte qui va être normale, même si on met de l'acide acétique. Donc à ce moment-là, on sait qu'on fera une biopsie, c'est-à-dire qu'on va faire un prélèvement des cellules qui seront blanches, parce qu'on sait que c'est des cellules qui sont cancéreuses, et on analysera l'échantillon. Maintenant, si on fait une coloration au lugol, à ce moment-là, donc c'est une couleur un peu acajou, on sait que les cellules saines, c'est des cellules qui sont naturellement lugophiles. Donc à ce moment-là, les cellules saines deviendront acajou, à la différence des cellules cancéreuses qui, elles, ne sont pas lugophiles et qui resteront rosées, donc à une teinte normale. Donc là, à ce moment-là, on fera une biopsie des cellules qui seront rosées en cas de coloration au lugol. Donc là, cette partie, en vrai, elle est importante parce que ça peut tomber, parce que c'est une partie que le prof aime bien. On fait juste un petit récap. Si on fait une coloration à l'acide acétique, les cellules cancéreuses seront blanches et les cellules saines seront roses. Si on fait une coloration au lugol, les cellules saines seront acajou et les cellules cancéreuses seront rosées. Donc on a fini la partie sur l'examen gynécologique de la femme, donc petit QCM récap, et ensuite on passera à la dernière partie sur le ligament large. Donc premier item, le toucher vaginal permet d'atteindre le corps de l'utérus. Donc c'est un item qui est faux parce que le toucher vaginal va permettre d'atteindre le col de l'utérus, mais il ne permettra pas d'atteindre le corps de l'utérus. Item B, le toucher rectal permet d'atteindre la partie la plus déclive du péritoine, le cul-de-sac de Douglas. Là c'est vrai, pas de piège. On a vu que le cul-de-sac de Douglas est la portion la plus déclive du péritoine, qui est le cul-de-sac recto-vagino-utérin, et qui peut être atteint lors du toucher rectal, ce qui va notamment déclencher le cri de Douglas. Item C, le corps de l'utérus de la femme primipare présente une ou deux irrégularités, tandis que chez la multipare, on présente plusieurs expansions diverticules. Donc ça c'est vrai, on a vu dans le cas de la nullipare qu'on aurait donc un col utérin qui serait plutôt aplati, régulier ou alors annulaire régulier. Dans le cas où elle est primipare, on aurait une ou deux irrégularités, et chez la multipare, plusieurs expansions diverticules. Item D, une coloration à l'acide acétique colorera les cellules saines en blanc et les cellules cancéreuses en rosé. Donc ça c'est faux, j'ai inversé, j'espère que vous l'avez eu, on l'a dit juste avant. Vu que les cellules donc cancéreuses sont acidophiles, elles deviendront blanches avec l'acide acétique, et les cellules saines resteront roses. Item E, une coloration lugol colorera les cellules cancéreuses en acajou et les cellules saines en rosé. Donc ça logiquement c'est faux parce que j'ai bien inversé. Une coloration au lugol colorera les cellules cancéreuses en rosé parce qu'elles sont pas lugophiles, et vu que les cellules normales sont lugophiles, elles deviendront acajou. Donc on passe à la dernière partie du cours sur la partie génitale féminin qui est ligament large et rapport péritonéaux. Donc cette partie c'est un peu une partie qui pose problème souvent parce qu'il y a pas mal de questions qui reviennent dessus, mais vous verrez que en vrai je vais faire un récap à la fin pour que ce soit bien clair, et une fois que vous avez le truc c'est pas si compliqué que ça. Donc déjà on rappelle les bases, mais ça vous êtes au courant. On sait que au niveau de l'utérus on va avoir trois structures qui vont émaner: le ligament utéro-ovarien qui va vers l'arrière, le ligament rond qui va vers l'avant, et donc les trompes qui vont vers le haut. Donc ça déjà vous connaissez. Et en fait, le péritoine va venir se déposer sur ces trois structures. Donc en fait, le péritoine, c'est ce qui est violet. Et ces lignes de réflexion, donc ça c'est ce qu'on voit ici, ces lignes de réflexion qui sont les limites, vont former le ligament large. Là, ça peut paraître trop bizarre, genre c'est quoi le ligament large? En fait, le ligament, on sait que c'est ce qui va relier deux choses. Et bien là, on voit que la disposition du péritoine va venir se déposer sur la structure, et ça va venir relier le bord latéral de l'utérus à la paroi. Vous inquiétez pas, j'ai trouvé plein de schémas donc dans la dernière diapo de récap, et vous verrez, ça prendra forme à la fin. En tout cas, là, on va parler de la disposition du péritoine. Donc, en fait, les limites du péritoine
les réflexions péritonéales, ça va former un triangle qui est dénué de péritoine. Ce triangle il est constitué d'une partie basse évasée qu'on appelle le paramètre, une partie supérieure étroite qu'on appelle le mésomètre et de la zone des ailerons. Donc là, ce qu'on a dit avant, c'est qu'il y avait 3 structures qui émanaient de l'utérus, la trompe, le ligament utérovarien et le ligament rond. Et donc en fait, le péritoine va venir se déposer sur ces 3 structures et il va donc en fait former une réflexion péritonéale. Donc la réflexion péritonéale autour du ligament rond, ça va former le mésofuniculaire, donc l'aileron antérieur du ligament large. Ensuite, la réflexion autour de la trompe, ça va former le méso-alpinx, donc l'aileron supérieur du ligament large. Et la réflexion autour du ligament utéro-ovarien va former donc le mésovarium, donc qui est l'aileron postérieur du ligament large. Donc là j'avais des petits mémos techniques pour retenir que le mésofuniculaire ça entourait le ligament rond et c'était l'aileron antérieur. Moi les funiculaires ça me faisait penser aux remontées mécaniques. Donc moi je pensais à un véhicule qui allait vers l'avant et du coup ça me rappelait que c'était l'aileron antérieur. Et donc en fait on se rappelle que les ligaments c'est ce qui va vers l'avant, on l'a vu avant. Donc je retenais que le mésofuniculaire c'était l'aileron antérieur qui entourait le ligament rond. Après, pour retenir que le mésoalpinx entourait la trompe et c'était l'aileron supérieur, mésoalpinx ça me faisait penser aux Alpes, du coup c'est en hauteur, donc du coup je retenais que c'était l'aileron supérieur. Et après on sait que la trompe, en fait quand on a bien visualisé, on sait que c'est ce qui va vers le haut. Donc je retenais que le mésoalpinx c'était l'aileron supérieur qui entoure la trompe. Et pour retenir le mésovarium, pour le mésovarium c'est dans le nom en ovarium, donc je retenais bien que c'était c'était la réflexion péritonéale qui entourait le ligament utéro-ovarien et l'aileron postérieur parce qu'on a vu avant, surtout quand je vous ai montré le schéma donc, de profil, que les ovaires ils étaient vers l'arrière, donc aileron postérieur. Donc promis c'est la dernière diapo et après c'est terminé. Donc on fait un récap. Le péritone va venir se déposer et il va avoir des réflexions péritonales, donc en fait des limites qui vont former le ligament large constitué du paramètre, donc la partie évasée du triangle, le mésomètre, la partie étroite, la zone des ailerons avec le mésoalpinx, le méso de la trompe, le mésovarium, donc le méso du ligament utéro-ovarien, et le mésofuniculaire, le méso du ligament rond. Là, sur ce schéma, on le voit bien, et je trouve que c'est bien représenté. On a bien donc ici le mésovarium, le mésoalpinx, le mésofuniculaire, et là on a le mésomètre, et là on devrait avoir le paramètre. Donc au final, mais en fait, qu'est-ce que c'est que ce ligament large? Le ligament, on sait que c'est quelque chose qui peut en fait relier deux choses, et en fait, là on voit très bien, et là aussi, il faut imaginer qu'on est l'utérus et le péritone qui s'étend comme ça, et on voit qu'il s'étend de la partie latérale de l'utérus à la paroi, donc en fait c'est un ligament qui va relier la partie latérale de l'utérus à la paroi, donc voilà, là on le voit bien. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, la fin du cours sur l'appareil génital féminin et la fin de cette petite rentrée en anatomie petit bassin. Donc j'espère que ça vous a plu, qu'on a pu bien vous présenter la matière, que vous avez trouvé les cours intéressants et qu'on a pu vous donner un petit peu quelques explications pour mieux comprendre les notions. Ensuite, on a conscience que ça peut paraître un peu dense au début, on est passé par là, c'est vrai que les cours d'anase au début ça peut paraître lourd parce qu'il y a plein d'informations, mais vous verrez qu'une fois que vous aurez fait une première fois votre cours, que vous aurez bien vu tous les schémas visualisés, au fur et à mesure ça deviendra de plus en plus facile. En plus là on a fait le choix avec ma co-tute donc de pas vous enlever trop d'informations dans les cours de la tute rentrée pour que vous voyez bien l'entièreté des informations. Donc vraiment vous inquiétez pas, on est là pour ça, donc on va être là pour vous aider pendant ce semestre. Et si vous avez besoin de quelque chose, des remarques, vous pouvez m'envoyer un message sur le Messenger. En général, je réponds vite. Et s'il y a des questions, s'il y a des points que vous n'avez pas trop compris, etc., vous pouvez toujours mettre un post sur le forum et on répondra au plus vite. Et dernier point, donc en fait, le programme de la tute rentrée, c'est l'appareil génital féminin et l'appareil génital masculin. Donc on vous a mis les fiches complètes sur le forum et donc c'est ça qui va être au programme du prochain EB. Donc voilà, on vous souhaite plein de courage, on est derrière vous. Gros bisous!